Être dehors, ça nous aide parce que justement, c'est un endroit complexe. C'est un endroit où on ne peut pas contrôler tout. C'est un endroit où on apprend par l'erreur. L'attention d'un tout petit dans une séquence de jeu, elle va être 3 fois plus longue dans un jardin naturel que dans une cour d'école bétonnée. Il y a des recherches allemandes passionnantes qui nous montrent que ça fait diminuer les allergies, les affections, on a une bien meilleure mémoire immunitaire, on en revient du fait de ne pas se salir parce qu'on se rend compte qu'au contraire dans la terre, il y a toute une microbiote dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on a vu de plus en plus d'enfants enfermés à la maison, avec des écrans, etc., où plein d'apprentissages disparaissaient, des apprentissages propres à la nature. Ce qui nous permet d'entrer en relation avec le monde, c'est d'abord notre corps, ce sont d'abord nos sens. C'est parce qu'on a des yeux, un nez, des oreilles, une bouche, une peau qui perçoit qu'on peut entrer en relation avec le monde. Aujourd'hui, ils sont quand même souvent dans le bruit, ils sont souvent dans les groupes, ils sont souvent contrôlés par des adultes qui leur disent quoi faire ou qui leur disent « ne fais pas »,« attention »,« stop ». Et puis là, ils ont clairement plus de liberté et ils peuvent vaquer plus aux activités qui répondent à leurs besoins. Dès la prime enfance, si on leur a appris à s'émerveiller de la fourmi, de l'escargot et de leur environnement de proximité, c'est ce qui fait qu'ils auront envie d'aller protéger notre planète et une nature plus lointaine. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous ce matin. Ce documentaire, on vous invite à le voir en entier, effectivement, soit cet après-midi, si vous n'avez pas été inscrit sur un atelier, il y a encore de la place pour aller le voir à 16h. Ou sinon, il sera aussi diffusé au cinéma Nestor Burma le 29 janvier à 18h30. Et sinon, encore une troisième possibilité, le DVD sera auprès à la médiathèque Émile Zola, ici, dans l'espace cinéma. Donc même si on va en voir que quelques extraits, ce documentaire, il va nous servir quand même de point d'ancrage pour la discussion de ce matin, qui est un croisement de regards sur la nature, la littérature jeunesse et le tout petit, par nos deux invités, Adriaan van der Wilk et Anne Le Tuf. Donc je vais vous laisser vous présenter, si vous voulez vous dire en quelques mots. Bonjour. Donc je suis Adriaan van der Wilk, je suis anthropologue de formation et je suis aussi la cofondatrice d'un lieu montpelliérain qui s'appelle Les Enfants dehors, que vous connaissez peut-être, qui est un lieu que nous avons créé en partenariat avec la ville de Montpellier et qui est dédié aux jeux libres au contact du vivant en ville. Donc c'est un lieu dont je vais vous parler, qui se trouve dans le quartier Ovalie. Donc bonjour, donc je suis Anne Le Tuf. Donc je suis autrice illustratrice depuis 1997. Et je ne suis pas de Montpellier, je suis de Toulouse, enfin du sud de Toulouse. Et ben je suis là parce qu'en fait, depuis le tout début que j'ai commencé à créer des livres, j'ai eu envie d'inclure ce qui m'entourait, donc la nature, les objets, et de faire participer tous ces éléments-là dans ma technique qu'on appelle collage, où après j'ai été de plus en plus vers la photographie. Donc j'ai eu aussi des livres que j'ai fait plutôt en tant que commande, et puis maintenant je fais plutôt mes livres avec vraiment ce que j'ai envie de raconter, voilà, parce que je suis aussi maman,
ce que je dis aux enfants quand je les rencontre, parce que j'ai aussi cette casquette d'aller dans les écoles, dans les crèches, pour rencontrer les enfants. Donc je suis autrice, illustratrice, maman. Et du coup, ça m'a aussi donné envie d'aller explorer certains territoires que j'aurais peut-être pas eu l'idée de m'aventurer si j'avais pas été aussi maman. Alors, être dehors, un bienfait pour le tout petit, qui est devenu maintenant vraiment une évidence, à quel point on la retrouve dans la Charte nationale d'accueil du jeune enfant, puisque le point 6, c'est bien écrit textuellement, « Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement ». Voilà. Alors, l'idée de ce matin, c'est de confronter ce que les sciences nous disent de l'intérêt de la nature dans le développement et la construction du tout petit, avec ce qui existe en termes d'accueil, de possibilités dans les espaces urbains, et de voir ce que la littérature jeunesse, elle peut y apporter, quel rôle elle peut jouer. Grâce à vos regards croisés, nous allons chercher à mieux comprendre l'intérêt de cet éveil à la nature, à découvrir comment des expériences nationales ou internationales, parce qu'on pourra peut-être même aller jusqu'aux Pays-Bas parfois, comment ces expériences peuvent faire évoluer nos pratiques et nos espaces, et voir si le livre, ou comment le livre peut être aussi, peut accompagner le tout petit dans cet éveil, en étant un vecteur d'émotion et d'émerveillement. Alors, pour nourrir notre discussion, notre réflexion, on va quand même regarder quelques extraits choisis du documentaire. Ça a développé aussi une acception de l'homme, enfin une conception de l'homme comme un humain qui n'a qu'un cerveau, en oubliant que l'humain a un corps, que le cerveau il est dans une enveloppe corporelle et que ce qui nous permet d'entrer en relation avec le monde, c'est d'abord notre corps, ce sont d'abord nos sens. C'est parce qu'on a des yeux, un nez, des oreilles, une bouche, une peau qui perçoit qu'on peut entrer en relation avec le monde. Il y a d'une part une espèce de détachement générationnel lent, ce qui fait que chacun va prendre pour référence de nature sa propre histoire. Et puis il va le réduire un petit peu pour ses enfants, qui va le réduire un petit peu pour ses enfants, puis pour ses enfants. Et au final, l'enfant qui naît là, il aura moins d'expérience de nature que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Je suis en train de pêcher. Bon poisson frais. J'ai trouvé un très gros champignon. C'est quoi le nom de ce champignon? Une chanterelle encore. Ouais. Donc moi je suis en train de pêcher du beau poisson frais. Le poisson il est où? Il est où le poisson? Chut. Dans l'eau. Moi je pêche. Mets ta canne à pêche comme moi. Mets ta canne à pêche et mets le champignon dans un panier où tu rateras la pêche. Voilà. Faire une dernière fois. Ah bon, je crois que c'est bon. Allez, 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 allez. Oh bah non. Bah attends, je vais tout lier. Allez, avec la spatule. Oh, ça fait une spatule. Ouais, trop bien. Mais je crois que ce sera mieux avec un bâton. On va le péter, parce que sinon ce sera trop nul. Ouais, mais ça aussi. Aïe! Voilà, c'est bon. La spatule. Regarde. Ah non, ah non. Non, 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 non. Je suis désolée, hein, mais non, non. Je préfère que... Ah, mais, ouais, mais le dernier, il est... Oui, mais là, tu vas pas mélanger grand-chose. Désolée, hein. Stop, 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 stop. Stop. Oh là. Ah. Allez. Arrête. Arrête. Voilà. Je te dis arrête et arrête. T'as compris? Oui. Non, t'as pas du tout là.
là, c'est pour la mettre dans ta bouche. Il y a une idée aussi qu'il faut un peu réenchanter le rapport à la nature. La nature objet, la nature moyen, la nature utilitaire fait qu'on ne la regarde plus avec l'œil neuf de celui qui s'émerveille, de l'enchantement du monde qui nous entoure. Et donc, apprendre à regarder la nature sous tous ses aspects, pas simplement l'aspect biologique, mais aussi l'aspect affectif, l'aspect imaginaire, ça permet aussi de développer tout ce que le cerveau nous offre d'outils pour comprendre le monde. Ça peut commencer par un petit pot dans sa cuisine avec du basilic et de la menthe. Ça peut commencer par une petite balade, même en ville, mais en étant à l'affût de se dire « Ah, il y a encore les oiseaux au-dessus de ma tête et je les écoute plus. Il y a l'arbre, de quelle couleur il est. Ah tiens, il y a une petite fleur qui s'est mise entre deux pavés du trottoir. » Et c'est aussi aller rechercher la nature là où on est, plutôt que se dire « Bon, allez, on est dimanche, faut sortir les 3 enfants, les habiller, aller en forêt. » Ça, bien sûr que c'est génial, mais parfois on se met tellement cette visée-là qu'on oublie de le faire au quotidien. Dans la petite enfance, sa connexion à la nature, elle va passer par l'émerveillement de toutes ces choses qu'on a oubliées adultes. Là, au moment où je vous parle, j'ai le souffle de la petite brise qui passe sur mon visage et sans reprendre conscience. C'est que les enfants puissent jouer avec les rayons du soleil, avec leur ombre, puissent aller comparer les odeurs des différents végétaux qui les entourent, et que l'adulte, on en revient à ça, se reconnecte à l'émerveillement de son enfant intérieur. Voilà pour ces petits extraits. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin de la bande-annonce, de cette série de chiffres assez surprenants sur la relation entre l'enfant et l'extérieur. Moi, c'est le chiffre lié en Angleterre, là, les prisonniers qui passent plus de temps à l'extérieur que les enfants, ça m'a assez sidéré. Et il faut savoir que le Haut Conseil de la famille, de l'enfant et de l'âge a récemment pointé dans un rapport justement la diminution de la présence des enfants au dehors et de l'expérience dans les espaces naturels. Et il y a même plusieurs études qui parlent d'extinction de l'expérience de la nature, de syndrome de déficit de nature ou d'amnésie environnementale. C'est quand même des mots assez forts qui traduisent vraiment la gravité et l'ampleur de ce phénomène. Donc Adriane, est-ce que vous pouvez nous parler justement dans votre expérience, est-ce que vous confirmez que vous avez constaté l'éloignement des enfants de la nature, et est-ce que c'est si préoccupant finalement, et comment votre démarche avec cette initiative de lieux extérieurs a été dans ce suivi de ce constat? Alors oui, moi c'est vrai que j'ai été, tout comme vous, saisie par ces chiffres qui en disent long. Je pense qu'on est tous et toutes conscientes du fait que le Covid a enfermé les enfants encore plus qu'avant. Les enfants ont perdu pendant le Covid des droits fondamentaux comme celui de jouer, puisque les aires de jeu étaient fermées pendant le Covid. L'école était fermée, bien entendu, mais les aires de jeu aussi. Et donc, les enfants qui sont nés, les 10 dernières années, ont vécu dans leur expérience l'interdit de sortir et le danger, quelque part, de l'extérieur. Et donc, je pense que ce sont des expériences qui sont, quelque part, fondamentales et qui ont, quelque part, aussi réveillé un peu notre société, qui nous ont saisis et qui nous ont forcés à regarder ce phénomène de l'éloignement des enfants de la nature et à nous rendre compte que nos environnements étaient de plus en plus hostiles aux enfants d'abord et aux tout petits ensuite. Et donc, bon, nous, les fondateurs de Les Enfants dehors, nous sommes tous chercheurs en sciences sociales, et notamment sur les enjeux liés aux droits des femmes pour ma part et à la ville pour mes collègues. Et en croisant nos regards, on a eu envie d'analyser un petit peu comment nos voisins belges, néerlandais, britanniques répondaient à ces enjeux-là et comment nous, en France, on y répondait. Et
Et bien sûr, nos amis scandinaves qui sont un peu plus éloignés, comment est-ce qu'eux considèrent l'enfance. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de regards sur les pays scandinaves. Je pense à Marion Cuer, que vous connaissez peut-être, qui parle de la Suède, d'autres qui parlent du Danemark, etc. Nous, on a regardé plus précisément le contexte néerlandais. Et déjà, bon, c'est pas très loin, hein, les Pays-Bas, il n'y a que la Belgique entre nous, mais les Néerlandais ont une approche tout à fait différente de la petite enfance. Donc voilà, on est parti de ces constats que vous avez faits aussi. Il y en a d'autres, hein, des chiffres marquants. Dans la ville, une voiture occupe, par exemple, l'espace de 7 enfants qui jouent. Bon. On se dit, si on enlève les voitures, peut-être qu'il y aura 7 enfants qui pourront sortir jouer dehors. Quand on réfléchit tout simplement à la vie de nos enfants, comment ils passent leur journée, la majorité des enfants, ils jouent dehors que pendant la récréation. Après, ils rentrent et sortent plus. Et si la cour n'est pas végétalisée, comme elles le sont de plus en plus aujourd'hui, heureusement, notamment à Montpellier, mais si la cour est bétonnée, on ne rentre pas en contact avec le vivant. Et dans les aires de jeu, moi, ça m'intéresse beaucoup les règles, les régulations, etc. des aires de jeu. Dans les aires de jeu, typiquement, on n'a pas le droit d'avoir des arbres à grimper, on n'a pas le droit d'avoir des plantes qui piquent comme les orties, etc. pour des raisons de sécurité tout à fait entendables. Mais ça veut dire que les espaces où les enfants ont le droit de jouer ne sont pas des espaces où on rencontre le vivant. Alors, quand est-ce qu'on rencontre le vivant dans nos journées de parents pressés, d'enfants pressés? Très peu, finalement. Donc, en regardant tout ça, on s'est dit, il faut agir. Comment est-ce qu'on peut favoriser la rencontre des familles avec le vivant dans leur vie quotidienne? Parce que s'il faut attendre d'aller au camping en été ou au gîte une semaine par an pour être en contact avec la nature, c'est pas suffisant. Et donc, on a regardé comment faisaient les Néerlandais. On s'est rendu compte que finalement, tous les espaces végétaux pouvaient devenir des espaces de jeu si on les aménageait un minimum et qu'on permettait aux enfants de jouer là où on met des plantes, du vivant, etc. Et donc avec les services de la ville de Montpellier, que je salue vraiment aujourd'hui pour leur vision, on a pu tester un modèle super exaltant, quelque part, d'aire de jeu écologique. Un espace qu'on a dédié dans sa totalité au jeu libre, au contact du vivant, au milieu de la ville, à Montpellier. Et c'est un succès. Parce qu'en 1 an et demi, on a accueilli plus de 70 000 personnes dans ce lieu. C'est un lieu de jeu libre où les enfants de 0 à 12 ans viennent passer plusieurs heures de jeu. Il y a un café, les parents peuvent manger, boire, etc., pendant que les enfants jouent. Et ça marche très, très bien. Et donc, ça nous a permis, finalement, de modéliser, quelque part, une façon de faire et de la mettre au service de toutes les collectivités, de tous les quartiers, pour dire il faut en fait créer des espaces de jeu au contact du vivant, au cœur des villes. Il faut laisser accès à la nature en ville. Toutes les images que vous avez vues dans le petit documentaire, c'est le quotidien chez les enfants dehors. Les enfants, ils jouent là-bas à construire des cabanes, à planter, à jouer avec de l'eau, à faire là je disais tout à l'heure, à faire de la bouillasse, à fabriquer des choses avec du bois, à rentrer en relation avec leur environnement par les sens et par la relation, entourés de leurs parents ou des personnes qui s'en occupent. Donc c'est faisable, c'est possible, c'est pas que dans les films, on en a un à Montpellier. Et voilà, il faut tester, il faut se lancer. Et cette présence de la nature, elle est aussi dans les livres, donc, et donc dans ceux de Anne en particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir mis la nature au centre de vos imagiers pour les tout petits ? Alors, déjà tout naturellement, parce que quand on fait un livre, on le fait avec ce qu'on est au plus profond. Donc moi, quand je fais mes livres, je convoque mon enfance. Et j'ai grandi à la campagne, où j'avais accès
sans barrière, à des expérimentations. Avec mes 2 grands frères, on était vraiment sans surveillance et du coup, on s'amusait avec le ruisseau, les arbres, etc. Et donc déjà, par mon vécu, c'est tout naturel. Ensuite, il y a aussi le fait d'être devenue maman, justement, dans le fait... Là, quand je suis devenue maman, j'étais à Toulouse, donc vraiment dans une ville. Et justement, j'ai ressenti cette souffrance déjà personnellement, parce que la campagne me manquait, la nature me manquait. Et aussi par un manque de... J'asphyxiais, en fait. J'avais un manque de liberté dans mes mouvements pour faire évoluer ma fille dans la ville qui était très cadrée. C'était le parc avec voilà, le bac à sable, le manège, tout était... et je ne me retrouvais pas du tout là-dedans, quoi. Et donc très souvent, je m'extrayais de la ville pour la promener. Et lors d'une balade, il y avait mon bébé qui regardait ses mains. Et comme le bébé est souvent allongé, quand même, quand il est tout petit, ses mains se superposaient avec une vision des arbres. Donc je lui montrais, tu vois, là-haut c'est les arbres, là c'est ta main. Et tout naturellement, j'ai eu envie de comparer la nature, l'environnement au corps de l'enfant. Donc ça a été le premier rapprochement qui a donné lieu à ce livre-là qui s'appelle Le tout petit. On va mettre la caméra. Hop, voilà. Merci. Donc le tout petit, le tout, c'est bien sûr c'est le monde, c'est la planète. Et petit, c'est nous, les humains, qui sommes petits par rapport à tout ce qui nous entoure. Et je commence toujours par le cercle pour rappeler justement la planète, mais aussi le ventre de la maman et puis le regard, l'œil. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup aussi la nature dans mes livres, parce que le fait d'être autrice-illustratrice, c'est regarder. Dessiner, c'est regarder. Et regarder, moi, ce que j'aime regarder, c'est la nature. Donc, toujours commencer par le cercle. Quand on retrouvera dans le documentaire, il y a la notion de cycle. Et moi, je me suis beaucoup retrouvée dans certaines choses que disaient des intervenants par rapport à cette idée de rondeur, de cycle. Donc là, je compare le blé aux cheveux. Donc, après, on peut faire des liens avec des expressions, on dit blanc comme les blés, etc. Mais c'est pas du tout forcément, c'est pas exhaustif. L'arbre. Donc voilà, là, c'était vraiment l'idée qui a été fédératrice de ce livre-là, l'arbre qui devient la main. Mais je voulais aussi qu'il y ait pas que la nature. C'est pour ça que des fois, on en a parlé par rapport entre le dehors et la nature. C'est pas forcément la même chose. Déjà, effectivement, de sortir du cadre intime. Voilà, il y a moi ce que je voulais parler de tout ce qui propose des surprises en fait. Quand on sort du cadre intime, on a des surprises. Et l'urbain, bien sûr, propose des surprises. Donc là, je voulais comparer les escaliers aux petits pieds avec les orteils bien rangés. Donc là, il y a presque autant de nature que de ville. La terre, comme je dis aux enfants, c'est la croûte terrestre. Et nous, on a des croûtes. En fait, quand on tire le fil, on se rend compte que la planète, elle a beaucoup de mots en commun avec notre corps et vice-versa. Le feu aux joues, le souffle. Donc, je voulais parler des 4 éléments. Donc là, le vent, l'air. Quand il y a beaucoup de vent, c'est comme si la planète a respiré fort. Les lieux où on habite et les habits aussi. Notre corps, on doit le protéger. On peut le lire aussi silencieusement. Donc, rivière de larmes. Je vais un petit peu vite. Et du coup, est-ce que vous espérez que quand un enfant lit le livre, que ça puisse le reconnecter avec le plaisir du dehors? Est-ce que c'est un peu l'objectif ou... Alors,
Il y a beaucoup de choses qui m'échappent quand je fais un livre comme ça. Il y a déjà, moi, le geste instinctif de vouloir le faire parce que c'est m'exprimer, c'est plus fort que moi, c'est l'idée que j'ai en moi et que je veux faire parler. Et ensuite, bien sûr, il y a l'étape où je vais un peu rattraper le fil de mes idées, mes intentions un peu instinctives, et pour les resituer un petit peu dans notre société, dans notre façon de vivre, et aussi de le constater. Quand je fais des lectures, je le constate. C'est que du coup, l'enfant, quand il feuillette ces livres-là, il va convoquer des souvenirs, des balades qu'il a faites, ou alors il va dire tiens, j'ai envie d'aller là. Donc pour moi, oui, c'est une façon, c'est un peu rendre hommage à ce qui nous entoure. Et donc, je trouve que c'est aussi de donner envie à l'enfant d'y aller, c'est susciter la curiosité, c'est partager, quoi. Donc dès qu'on partage quelque chose, forcément l'autre a, je trouve, a envie de rencontrer ce qu'il a découvert dans le livre. Donc, mais ça, c'est pas ma volonté de départ, en fait. C'est un effet, quoi. J'espère que c'est un des effets. Et dans les extraits, justement, on avait Dominique Cotreau qui disait on entre en relation avec le monde, avec notre corps. Donc là, c'est ce que disait justement. Et du coup, de passer par la beauté, le sensible, la curiosité, ça nous amène plus facilement vers la connaissance, en fait. Et peut-être que ça s'ancre mieux dans la mémoire. Et elle a parlé aussi de réenchanter, de parler de la capacité à l'émerveillement. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'avec tes livres, tu essayes de réveiller aussi, ça te parle, cette notion de capacité à l'émerveillement? Alors, pareil, là, de façon aussi assez inconsciente, parce que moi, l'émerveillement, je l'ai toujours, quoi, en fait. C'est ce qui me fait faire des livres, en fait. Et moi, je trouve que justement, quand on est autrice, du coup, je vais changer. Je prends les livres. Quand on fait des livres, là, c'est quand on a envie on est toujours surpris par les choses, etc. Et quand on a envie de le partager. Donc moi, je ne suis pas dans de vouloir réenchanter, parce que moi, je trouve c'est encore un enchantement ne serait-ce que même en ville, de sortir, de voir qu'il y a des tas de feuilles que le vent a amassées, ça fait une montagne, et ça, voilà, ça échappe. L'humain ne peut rien faire contre ça, jusqu'au moment, bien sûr, il va les enlever, mais voilà, en une nuit, il y a des montagnes de feuilles, des petites plantes qui poussent dans un interstice, etc. Je trouve qu'il y a vraiment moyen effectivement de s'enchanter, même dans la ville, etc. Et qu'après, oui, je rejoins vraiment ce que dit la personne quand elle dit que sortir du côté utilitaire de la nature, et chose que voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est une façon de vivre la nature qui est, oui, pas servile, pas utilitaire, qui n'est pas pour nous. Du coup, c'est vraiment, oui, regarder, quoi. Là, je fais un petit spectacle qui est autour de mes livres, où justement, à la fin, c'est ma fille qui chante la chanson de Barbara, « Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau ». Je ne sais pas si vous la connaissez, où voilà, elle découvre, on regarde tout ce qu'il y a autour de nous. Et pour moi, c'est ça. Et qu'après, voilà, si mon livre peut donner envie de regarder, là, voilà, là, celui-ci, le premier, c'était celui que je vous ai montré, c'était la découverte du corps. Celui-ci, c'est la découverte des émotions et des sens, des 5 sens. Donc tout à l'heure, quand on voyait la bouillasse, voilà, là, c'est le fait de la nature, on a envie de la manger, les nuages, on a envie de les manger. Le petit champignon qui ressemble à un nez, donc pour parler de l'odorat. Et oui, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me surprend quand on dit que c'est de devoir le réenchanter. Mais je le comprends. Parce que même quand effectivement, avec le passage du Covid, comme tu disais, que c'est quelque chose qui nous a éloignés, qui a fait une coupure, qui a rendu le dehors dangereux. Donc ça, c'est sûr que c'est un livre qui est quelque chose qu'on tient dans les mains,
qui est dans notre chambre, etc., peut faire un trait d'union vers cet extérieur. C'est rassurant, un livre, quoi, en fait. Et donc, pour moi, c'est comme une petite clé pour sortir, pour aller dehors. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'imager sans texte et la photographie? Mais justement pour que chacun trouve sa clé, en fait, que de ne pas guider, d'être un peu comme dans le jeu libre, d'être dans le regard, l'observation. Et quand c'est un enfant qui regarde tout seul, voilà, qui lui se fait ses propres idées, ses propres histoires. Et quand il y a l'adulte, c'est l'adulte qui va soit le lire de façon silencieuse, ce qui est tout à fait possible. Ça m'est arrivé de le lire de façon silencieuse, et c'est les enfants qui se mettent en mouvement, même ceux qui ne parlent pas, qui vont montrer leur corps, qui vont crier, qui vont s'agiter un petit peu. Donc c'est eux qui vont raconter le livre. Et quand il y a quelqu'un, un adulte qui va lui lire, il peut convoquer ses souvenirs. Tiens, ça c'est le feu, comme dans la cheminée, ou comme quand on a fait le barbecue, quand on a fait... il y a des moments de complicité et d'échange qui sont liés juste au regard du livre, quoi, en fait. Voilà. Et après, tu m'as demandé pour la photo aussi, d'imager en photo. Alors pour moi, je voulais vraiment montrer la nature comme elle est, telle qu'elle est, et pas interprétée par mes couleurs. Je voulais que la nature soit la réalité, en fait. Et par contre, l'enfant, il soit un peu schématisé, fait un peu comme la tête à Toto, très, très, oui, simplifié, pour que chaque enfant se reconnaisse. Et par contre, que la nature soit réelle, pour dire que, comme une vérité, quoi, en fait. C'est vraiment comme ça. C'est pas moi qui ai dessiné une fleur qui, du coup, peut devenir le pull de la maman. Non, c'est qu'une fleur, c'est le pull de la maman, qui est vraiment un lien direct entre la nature et le corps, et les émotions, et les sens de l'enfant. Que la nature se dépose vraiment sur l'enfant, en fait. Comme les petites plumes, c'est vraiment les cils de l'enfant quand il dort, les nuages, quand on a la tête dans les nuages. Et puis après, tout simplement par goût aussi, parce que moi j'adore aller me balader et justement sortir et de travailler en étant dehors. Ça, c'est pour moi un plaisir. Et photographier. Donc, dans mes autres livres, il y avait une toute petite part de photos. Et là, la photographie, ce que j'explique aux enfants, c'est que pour moi, c'est comme quand je ramasse un caillou. Avant, je prenais ce caillou et je le collais. Et là, maintenant, par exemple, les nuages, je ne peux pas attraper un nuage et le coller. Donc moi, c'est une façon de coller une part de réalité et de l'attraper, quoi, en fait. Voilà. Donc la photo, c'est ça. C'est d'amener mon environnement, de l'amener dans mes livres, de capturer. Et du coup, Adriane, dans ce lieu, la capacité à l'émerveillement et l'importance des sens mis en... Voilà, les enfants, ils ont besoin, ils peuvent développer tous leurs sens dans ce lieu. Oui, alors c'était peut-être important aussi de dire que moi j'ai un trajet aussi avec mon propre fils qui est THPI, donc qui a des besoins sensoriels très importants depuis qu'il est bébé. Et très vite, c'est vrai, en tant que parent, je me suis retrouvée un peu perdue en ville avec l'impossibilité de le laisser interagir avec son environnement à la mesure de ce dont il avait besoin. Et puis j'ai regardé autour de moi et je me suis dit finalement ces besoins sensoriels qu'il a peut-être qui sont normaux et que ce sont les autres besoins sensoriels qui sont affadis, qu'on a pris l'habitude d'affadir nos besoins sensoriels, nos besoins de toucher, de regarder vraiment, d'entendre, de sentir. Peut-être qu'on s'est habitué en fait à des environnements très peu stimulants sensoriellement, ou très bruyants, ou quelque part très tranchés. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça fait en fait aux enfants de vivre dans ces environnements-là, un peu
je suis un peu radicale exprès, mais c'est un peu en captivité finalement. Quand on est en ville, on vit un peu en captivité parce que le bébé humain, quand il naît, il s'attend à un éventail d'expériences, notamment la rencontre avec son environnement immédiat par les sens. Et en fait, les bébés humains aujourd'hui, ils ne les trouvent pas, ces expériences. Ils les trouvent d'une manière presque violente. Le bruit des voitures, l'odeur des villes, les visages qu'on ne voit pas, etc., les pieds qui vont vite, les revêtements artificiels, etc. Et donc, je me suis dit, mais quelque part, d'un point de vue des droits humains, à quoi nos enfants, ils ont vraiment le droit dans la vie qu'on mène aujourd'hui? Et du coup, ça m'a donné quelque part une boussole pour agir et me dire comment est-ce qu'on peut ramener de la sensorialité dans notre vie quotidienne. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est faire tomber les barrières entre l'enfant et le vivant dans sa vie de tous les jours. Et finalement, de créer des espaces de nature pensés pour le jeu, donc accessibles à tout moment par tout le monde. Pas la nature musée pour le coup, mais la nature avec laquelle on se relie, on interagit. C'est aussi mettre à disposition des enfants un vaste panel de textures, d'odeurs, d'expériences tactiles. Donc on a créé un jardin sensoriel qui sert aux enfants porteurs de handicap sensoriel, mais aussi aux personnes âgées, aux gens qui ont besoin d'une respiration, etc. Il y a de l'eau, il y a un bassin, il y a des plantes à toucher, à respirer, à sentir, à voir, etc. Il y a un potager pédagogique parce qu'on accueille dans ce lieu les classes, les crèches, les relais. Certaines d'entre vous sont peut-être déjà venus. Et puis, il y a un espace de jeu libre. On va peut-être en parler après. Mais effectivement, la sensorialité dans nos vies, il s'agit de vraiment se demander où est-ce qu'on la trouve aujourd'hui. Et je pense que les enfants sont attirés par les écrans parce qu'ils recherchent aussi une forme de frisson, quelque part, qui d'habitude, en fait, nous est procurée par notre relation au vivant. Et en fait, finalement, il n'y a que le vivant, et dans sa folie, quelque part, dans sa variété, qui peut venir contrer cet attrait des écrans. Il n'y a que l'expérience de l'enfant dans la liberté face à la nature qui arrive à apporter autant de sensations que les écrans. Et ça, c'est mon pari avec les enfants dehors. Et je disais aussi que le fait de se confronter à la beauté aide à se familiariser et avoir un éveil à la nature, mais il y a aussi c'est pas le fait de faire une fois, c'est la répétition, le fait que ça devienne quelque chose de quotidien, ou en tout cas de régulier, qui apporte ce bénéfice et cette reconnexion à la nature. Pour moi, la nature, ça peut pas être un lieu qu'on visite. En fait, on en fait partie. Voilà, c'est le fait de vivre loin de nos expériences quelque part instinctives qui nous a fait perdre ce baromètre. Mais on est de la nature, et l'enfant, du coup, par ses instincts, il va nous ramener à ça. Donc, moi, j'agis avec les gens qui font les villes, donc c'est peut-être un peu éloigné pour vous de l'expérience quotidienne, mais finalement, mon objectif, je le disais, c'est de permettre l'accès et d'accompagner à ce changement des consciences, c'est-à-dire la nature, c'est pas un jardin qu'on va aller visiter, mais on n'aura pas le droit de toucher parce qu'on a planté des tomates. Non, il faut pouvoir toucher. Il faut pouvoir mettre les mains dedans, et oui, vous le disiez, tous les jours. Donc comment est-ce qu'on fait pour concevoir des espaces naturels que les enfants peuvent traverser et dans lesquels ils peuvent expérimenter partout pour que l'expérience de nature soit quotidienne? Et donc, il y a un idéal, on travaille là-dessus, mais au quotidien, certaines l'ont dit dans le documentaire, et même ici, on peut injecter dans notre quotidien des expériences de nature. Et voilà, il faut le désirer quelque part. Il faut reprendre ce désir qu'on a face au vivant. Enfin, moi, le vivant, ça m'a toujours rendu un peu
extatique. Je sais qu'il y en a, c'est pas le cas, mais on a tous un point d'accroche. Je vous invite à repenser, j'aime bien faire cet exercice, à repenser à un souvenir d'enfance qu'on a tous. Voilà, c'est notre point commun à tous, on a tous été enfants. Et on a tous une expérience avec le monde naturel dans l'enfance. Que ce soit de fabriquer un petit moulin, de le faire tourner dans l'eau, de faire voguer un petit bateau en papier dans un caniveau si on a grandi en ville, de tailler un bâton, etc. Repensez, reconnectez-vous à ça et écoutez ce que ça vous fait. Et dites-vous aujourd'hui que les enfants, la majorité des enfants n'ont plus accès à ce à quoi vous avez eu accès. Et l'injustice, pour moi, elle est vectrice d'action. Voilà. Donc ça nous pousse à l'action de nous rendre compte de ça. Et c'est vrai qu'on le constate aussi quand nous, enfin, bibliothécaires, j'imagine qu'aussi ceux qui sont en contact avec les tout petits, par exemple, quand on fait une séance bébé lecteur, qu'on lit les histoires aux tout petits, quelque part, on retrouve ce plaisir qu'on avait de l'histoire, et je pense que c'est comme ça qu'on le communique aussi mieux, et qu'on retrouve un peu notre côté enfantin, et voilà, de pouvoir rechanter la comptine sans avoir honte de chanter faux, ce qui est mon cas. Et, mais voilà, se retrouver ce côté un petit peu, voilà, l'enfant qui est en nous, et c'est pareil probablement aussi pour la nature, retrouver ça. Et effectivement, le jeu, on va en parler parce que on a tous réagi à cette superbe scène de pêche à la ligne dans la forêt et à Tambouille. Donc la nature, oui, ça devient un jeu. La nature, elle permet aussi de s'inventer des histoires. Et c'est ça qui est là où on peut refaire le lien avec le livre, puisque voilà, et dans tes livres, le jeu a une part importante. Et pas que dans les livres, du coup. Alors oui, parce que déjà, la lecture, comme vous avez vu, il y a des petites découpes dans les pages qui fait que je transforme la nature en soit une émotion, soit un corps, soit justement un jeu avec quelque chose de ludique. En quelque chose. Déjà, le fait de transformer est un acte ludique, quoi. En fait, donc, déjà, c'est une lecture qui est dans le jeu. Et ensuite, j'ai fait cet album-là qui est justement sur le jeu. Si je transforme le paysage en jeu, et ensuite je vous montrerai que je transforme mes livres en jeu. Hop. Donc touche à tout. Donc comme vous avez vu, il y a tout le temps tout. Hein. C'est pas parce que je connais que ce mot, c'est que voilà, c'était un rappel tout le temps au monde, à la planète. Donc là, le soleil se transforme en ballon. Alors que ces lectures-là, je les fais justement en jouant avec le corps. Quand tout à l'heure on parlait du corps, et moi je trouve que c'est une façon, le corps c'est une façon d'être au monde, de s'emparer justement de ce qui nous entoure, de la nature, de tout, et y compris ça me permet d'être avec les enfants qui eux laissent une grosse liberté dans leur corps que nous on s'est un peu plus contraints. Et donc là, par exemple, j'attrape le soleil, j'attrape la lune et on se lance un ballon imaginaire. Comme tout à l'heure, ils pêchent avec une canne à pêche imaginaire. Nous, on joue au ballon imaginaire. La route qui devient un toboggan. Et là, ça avait été suggéré par ma petite fille qui avait vu une route qui disait « Bogan, Bogan !» en voyant la route qui descendait comme ça. Les grues qui se balancent, qui se transforment en balançoire. Donc là, le paysage devient un jeu et j'essaie d'exprimer en jouant justement avec les découpes. L'empilement, en fait, quand on regarde autour de nous, finalement, on se dit, mais les hommes, ils ont joué dans leurs activités sans s'en rendre compte. Empiler, encastrer. Parfois, c'est les travaux des hommes et parfois, c'est la nature qui le fait. Les découpages, les champs étaient découpés par des ciseaux géants. Les jeux avec le vent. Les jeux avec l'eau. Celle-ci a fait rire.
les petits. Là, c'est le vent qui a sculpté comme de la pâte à modeler. Et c'est vrai que du coup, le livre, finalement, il permet à l'enfant d'expérimenter plein de façons de rencontrer l'extérieur, son environnement, de façon différente, avec une invitation à l'imagination, à l'imaginaire. C'est ça. En fait, ça m'a été suggéré, cette idée-là. Quand on est... tous les petits le font, ça, quand on dit « on dirait ». Alors, on dirait que, des fois, c'est nous, on dirait qu'on est un super-héros, machin, et qu'on vole. On dirait que ça, ce bâton, c'est une canne à pêche, on dirait. Et donc, ces livres-là, pour moi, ça devait s'appeler « on dirait ». Et c'est une façon, justement, que font tous les enfants, plus ou moins, de s'approprier les choses et de les transformer à leur façon. Et ce qui m'amuse dans ces livres-là, c'est que inconsciemment, en fait, j'ai fait grandir l'enfant, parce qu'au tout départ, c'était la découverte de son corps. Quand le tout petit naît, il découvre que sa main, c'est sa main. Au départ, c'est quelque chose d'extérieur, mais non, en fait, c'est sa propre main. Ensuite, il va découvrir ses émotions, et ensuite, il va découvrir comment jouer avec ce qui l'entoure. Donc, ça, c'est quand tu disais que justement, c'est d'inciter au jeu, de dire, tout ce qui t'entoure, tu peux jouer avec. Tu peux jouer avec ton imagination. Tu peux jouer vraiment directement avec tes mains. Donc, après avoir fait ces livres-là, en fait, j'ai eu envie, justement, comme je faisais des lectures avec le corps, que l'enfant puisse rentrer dans le livre. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire des livres cabanes, là, si tu veux qu'on le regarde maintenant, des livres des objets où j'ai transposé le livre. Alors ça, merci. Donc là, c'est sur mon site. Hop, quand on descend, là, vous découvrez un petit peu tout. Et quand on descend, on peut voir... Donc voilà, ce sont des cabanes, mais là on voit pas trop la taille. Enfin, j'ai d'autres photos, il y a des enfants dedans. Donc là, ils peuvent tourner les pages. C'est à hauteur, c'est 1 mètre de haut, quoi. Donc ils se servent des pages comme un trotteur. Donc le livre devient un objet qui les aide. On peut refaire des associations avec le livre puzzle. Donc toutes les pages se défont. Et là, c'est le jeu de cartes où on peut refaire des associations. J'ai fait des coussins émotions aussi pour que chaque enfant puisse attraper ses émotions. On peut les attacher entre elles, on peut faire comme un petit chemin. C'est vraiment libre en fait, il n'y a pas de règles du jeu, c'est expérimenté. Il y a des enfants qui accrochent leurs doudous, petits élastiques, il y a une petite pochette à chaque fois dans chaque coussin, ils peuvent mettre leur petit doudou, quelque chose ou un objet dans les coussins. Il y a des tunnels comme ça, ils peuvent rentrer dans l'autre jeu aussi avec les petits tunnels où les associations se font grâce au volume. Là, on a le nuage et derrière, il y a le nuage sur la paroi. Donc là, c'est avec le volume que les associations se font. Il y a l'accordéon des émotions où là, on peut manipuler, ouvrir les yeux, fermer les yeux du petit dormeur, faire claquer les éclairs pour la colère, faire... sentir la fleur, tourner les ailes du moulin. Voilà, donc il y a plein d'actions comme ça qu'on peut... Il y a des petites cuillères si on veut manger les nuages. Voilà, le jeu de cartes. Voilà. Donc chaque livre a été décliné en jeu. Le livre cabane, on peut rentrer vraiment dedans. Hop. Donc le principe du tunnel, parce que ça je le refais, parce que vraiment des enfants adorent, ils s'installent, ils lisent dans des petites cabanes, ils emmènent leurs poupons, tout ça. Et là c'est le grand paysageux. Donc là c'est des carrés qui sont grands comme ça à peu près, où on peut refaire le jeu. Et là justement il n'y a même plus le dessin, il n'y a que des photos. C'est vraiment le paysage qui est un jeu, quoi. En fait, on le désosse, on peut faire un grand chemin, on peut le faire en cabane. Et il y a aussi le petit paysageux, qui est, comme tout à l'heure, tu parlais des jeux de cartes.
On peut en faire un chemin, on peut en faire des petites maisons, on peut en faire voilà, ce qu'on veut. Et toujours le jeu de cartes. Une fois qu'on construit des objets, même sans livre, ça donne envie de créer des choses. Donc là, c'est des tapis, des grands tapis. Avec mes chutes, du coup, je m'en sers pour faire comme de l'art pariétal. Je les mets sur les murs. Il y a un livre-lit, voilà. Donc j'avais envie qu'on puisse se coucher dans un lit. Le cube des émotions, où on retrouve les images de Je suis tout, où là, on peut tourner le cube des émotions pour vous dire comment on est aujourd'hui, voilà, ou simplement s'amuser avec ça. Alors là, tous ces objets, ils sont faits exprès pour que l'enfant, le tout petit, puisse sans problème manipuler. C'est ça. Mais le livre en lui-même, est-ce que dans ton esprit, l'enfant peut aussi le regarder tout seul, le manipuler? Ah oui, comme je disais tout à l'heure, ça peut être vraiment une lecture tout seul. Alors après, il n'est pas cartonné, mais ça a été justement une volonté de ne pas l'installer dans un livre que pour les tout petits. Et du coup, voilà, on apprend à tourner les pages de façon délicate. Le petit, il sait très très vite le faire, à part bien sûr quand ils sont vraiment tout petits, qui veulent juste toucher avec la bouche. Mais dans ces cas-là, un cartonné résiste pas non plus. Donc, mais on avait envie d'avoir ce côté fin qui peut aussi, comme ça, le livre peut être adressé à des plus grands, parce que les petits se sont peut-être coupés de leur environnement, mais les ados encore plus, les personnes âgées encore plus. Donc c'est aussi pour moi de dire le livre, c'est une clé pour aller vers le dehors, mais à tous âges. Et les ados l'aiment beaucoup. Donc c'était pour ne pas le cantonner au tout petit. Mais c'était aussi pour avoir ce geste-là, qu'il est ce geste un peu précieux de tourner les pages. Oui, que ça ne soit pas incartonné. Donc ce côté liberté, ça nous ramène au jeu libre, qui est quand même aussi une part importante donc, dans le lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement pour vous le jeu libre là-bas? Oui, avec plaisir, mais avant tout, j'aimerais faire un lien entre ce dernier ouvrage-là que tu as magnifiquement réalisé et ce que nous faisons avec les villes françaises aujourd'hui. Nous, on fait un peu ce que tu montres là dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on se pose la question, comment est-ce que la ville demain, elle pourrait être beaucoup plus marrante? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment on pourrait imaginer qu'on serait... voilà, on descendrait en toboggan du 3e étage ou on pourrait marcher sur le toit, etc. En fait, on essaye d'appliquer un regard d'enfant à la ville pour que les villes deviennent vachement plus sympas et pas juste des endroits qu'on traverse tout gris et ennuyeux. Et donc, on est beaucoup à être dans ce mouvement-là en ce moment en France. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour demain, pour les villes de demain. Mais alors... Pour moi, le jeu libre, bon, je ne suis pas une pédagogue de formation, mais c'est vrai que j'ai aujourd'hui beaucoup observé les enfants et travaillé un peu sur cette question du jeu libre. Pour moi, c'était indispensable qu'on puisse mettre à la disposition des enfants dans ce lieu test des moyens d'éveiller l'imaginaire. Parce qu'on a créé une aire de jeu écologique, donc c'est-à-dire une aire de jeu où l'eau... cool, où elle est récupérée, où on alimente des jardins avec l'eau du jeu, où les enfants plantent, jardinent. Mais il nous tenait à cœur aussi que les enfants puissent créer des mondes, finalement, dans cet espace de 3000 m² qui leur est dédié. Et pour créer des mondes, il faut un minimum de matériel. Donc, il y a le matériel naturel, il y a des arbres, donc il y a des branches, il y a des feuilles, il y a du sol, il y a de la terre. Il y a de l'eau. Et puis, on a rajouté quelque chose. Donc, on a mis des grandes branches pour faire des cabanes. On a mis des rondins. On a mis quelques ustensiles. Parce qu'on a des mud kitchen. Donc, ce sont des cuisines pour faire de la cuisine avec de la boue. Du coup, il y a du sable. Il y a des ustensiles. On a mis des ustensiles pour le bac à sable parce que ça égalise l'expérience de chacun. C'est-à-dire, les enfants qui n'ont pas de matériel, en général, quand on va au bac à sable, qu'on n'a pas de matériel, les autres en ont, on se trouve très démunis quand on est un enfant. Donc là, on a des pelles, des seaux pour tout le monde. Mais finalement, ils s'en servent très peu pour faire des pâtés. Ils font beaucoup plus de choses, beaucoup plus complexes avec ça. Et puis
Et puis on a mis des coquillages, des plumes, de la laine brute, voilà, toute une sorte de matériau naturel. Et c'est ça finalement qui va éveiller l'imaginaire chez l'enfant à partir de ce qu'on appelle ces pièces libres, les loose parts pour les acteurs de la petite enfance qui sont là, qui connaissent très bien. Et ben, l'enfant va jouer librement avec son environnement. Et donc, on est extrêmement surpris parce que les enfants, ils vont modifier le site au quotidien. Donc, tous les jours, il y a de nouvelles cabanes qui naissent, de nouveaux espaces dans l'espace. Tout ce qui n'est pas fixé va bouger. Je racontais nos panneaux, ils sont systématiquement enlevés pour fabriquer des choses avec. Alors, ça peut être une pelle, ça peut être un volant, ça peut être... Et on laisse faire parce que c'est ça qui est sympa, quoi, hein, dans un espace comme ça. Mais bon, du coup, ça demande quand même de gérer l'espace. Donc, mais c'est l'objectif de ce lieu. Et puis, on se rend compte que c'est comme ça que le jeu va naître. Parce que quand est-ce qu'ils jouent, les enfants, aujourd'hui? Ils jouent finalement très peu entre eux. Ils jouent pendant les 20 minutes de récréation, après la cantine. Mais est-ce qu'ils jouent librement longtemps entre pairs dans des espaces de liberté? Très peu. Hein. Nous, on sortait de la maison, on allait jouer. Aujourd'hui, les parents, on ne veut plus laisser les enfants sortir de la maison. On a très peur. Et il y a des raisons pour lesquelles on a peur. Mais là, c'est un lieu de jeu. Et en fait, le jeu, c'est une notion très simple, mais très riche. Le jeu, ça n'est pas productif. Le jeu n'a pas d'objectif particulier en tout cas pour l'adulte. Le jeu n'est pas éducatif. Le jeu, c'est le jeu. On joue pour jouer. On joue à jouer. L'enfant, c'est son langage, finalement, vous le savez bien. Mais ça demande que l'adulte il puisse faire un pas de côté et qu'il essaye de ne pas maîtriser le jeu qui est en train de se faire, de ne pas guider trop. On met du matériel à disposition, mais après, on se retire. Voilà, on met des règles, bien sûr. On ne fait pas mal, on ne détruit pas les autres. Les poissons, par exemple, les plantes, on essaye de ne pas les détruire. Et on ne fait pas mal aux autres. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un peu punk, le jeu. Et du coup, il se passe des choses merveilleuses, finalement. Et on a des enfants qui jouent très longtemps. Et ça, pour moi, c'est précieux. C'est vraiment ça le cœur de ce qu'on fait et qui me permet de me lever tous les matins. C'est de dire on a créé un espace où les enfants restent plusieurs heures à jouer avec des matériaux naturels. Et les parents les laissent faire parce qu'on a mis un café, des toilettes, une table à langer et des bouquins. Et du coup, ils sont occupés aussi, ils sont satisfaits. Quelque part, le parent, la maman souvent, ou la SMAT, est satisfait. Et du coup, on n'est pas en train de dire, comme dans un square, bon, on y va, j'en ai marre, j'ai envie de boire mon café, ou je m'ennuie, ou il fait trop chaud, il fait trop froid. Et avant d'arriver à ces villes de liberté où les enfants peuvent jouer partout librement, en autonomie, en sécurité, etc., je pense qu'il faut pouvoir multiplier des lieux de ce type, interprétés de plein de façons différentes, pour retrouver le chemin de la rencontre avec le vivant par le jeu. Voilà, c'est notre ambition, petite ambition. En tout cas, dans ce que tu dis, c'est que quand on parlait tout à l'heure de réémerveiller, finalement, l'enfant est émerveillé dans tous les cas quand on lui donne le lieu, l'accès où il va pouvoir s'émerveiller. C'est les adultes qui ont coupé cet émerveillement pour rendre les choses rationnelles, rentables, utiles, productives. Et alors que l'enfant, dès qu'on lui donne... l'enfant, en fait, je trouve que les enfants n'ont pas changé. Les enfants sont comme nous, on a été, mais ils n'ont pas le même vécu. Et sitôt qu'on leur laisse accès, ils vont s'émerveiller comme nous, on a pu s'émerveiller, comme nos grands-parents se sont émerveillés. Ils savent faire encore. Ils savent faire. Ils se retrouvent pas. Pour certains, ils arrivent ou ils savent plus. J'ai plein d'exemples parce qu'il y a des enfants, quand ils arrivent dans ce lieu qui est, je vous le disais, un peu punk, parce que finalement... ça bouge, et il y en a de partout, entre guillemets, parce qu'on range, mais je veux dire, c'est vivant, quoi. C'est pas musée. Donc, ils arrivent là, il y en a, ils sont étonnés. Bon, les parents, n'en parlons pas.
Les parents, les grands-parents surtout. On en parlera d'après. On en parlera. Les adultes. Mais les enfants, alors il y en a, ils sont saisis. Tiens, mais je peux toucher à ça, mais je peux aller là-bas. Oui, tu peux. Tu es en sécurité. Bon, c'est un parc, c'est fermé, hein, donc vas-y. Ah, même, je peux faire une cabane? Bah oui, tu peux faire une cabane. Ah, bah, je peux emmener ça là-bas? Bah oui, vas-y. Je peux arroser? Bah oui, tu peux arroser. En fait, la somme de liberté est parfois un peu vertigineuse pour certains. D'autres qui ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire, ils vont s'asseoir. Et c'est pas grave en soi, parce que finalement, on a des études, on a quelques chiffres là-dessus. 25% du temps passé dans un lieu de jeu, c'est du temps de repos. Et c'est OK. Finalement, les enfants aussi, ils ont le droit de se reposer, même si c'est une aire de jeu. Donc, c'est bien de permettre aussi aux enfants de s'asseoir, d'observer, de regarder. Il y en a, ils vont observer pendant 1 heure, et puis au bout d'1 heure, ils vont se mettre à jouer. D'autres, c'est tout de suite. Et puis, chacun joue comme il est. Voilà. Il y en a qui ont besoin de prendre soin de l'espace. Il y en a qui ont besoin de porter des choses lourdes. Il y en a qui ont besoin d'imaginer qu'ils sont en train de faire une maison. Et d'autres qui vont râler parce qu'on ne peut pas trop jouer au foot. C'est un des trucs... Il n'y a pas vraiment de ballon. Alors, il y en a toujours un qui arrive de ballon. Mais finalement, il y a d'autres choses à faire que le foot. Souvent, le foot, c'est un peu la seule chose qu'on permet dans les espaces publics. Et encore, interdit au jeu de ballon, tout le monde connaît. Mais voilà, ne pas marcher sur les... Bah là, on peut bon, c'est vrai, du coup, il y a du piétinement, du coup, il y a moins d'herbe que ce qu'on aimerait. Bon, il y a des trucs qui ne poussent pas. Mais en fait, on dit toujours avec les services de la biodiversité à Montpellier, parce qu'on travaille vraiment de concert avec eux, on se dit toujours qu'on navigue un fil très étroit entre ce qui est bon pour la biodiversité en ville et ce qui est bon pour le jeu libre. Et il n'y a pas de réponse claire. C'est-à-dire que c'est un travail d'équilibriste. Des fois, ce qui est bon pour le jeu libre va être délétère pour la biodiversité et vice-versa. Donc on essaye de ne pas se positionner et d'être en équilibre entre ces deux choses-là, en gardant à l'esprit que l'intérêt de l'enfant va toujours primer sur le reste pour nous. Vous n'avez pas des problèmes au niveau de la fréquentation? Vous laissez libre accès, vous ne limitez pas un certain nombre? Il y a eu des moments en été où on s'est demandé s'il fallait mettre une jauge. Mais ça va un peu à l'encontre de notre thèse qui est le jeu libre en accès pour toutes et tous à tout moment. Moi, ma philosophie, c'est de dire aux équipes de Monsieur le maire, mais on n'a qu'à en ouvrir d'autres dans d'autres quartiers. Et puis il y a d'autres parcs. Enfin, ça donne des idées aux parents aussi de se dire finalement, au parc à côté de chez moi, je peux aussi faire ça. Je peux aussi aménager un petit coin avec des rondins pour sauter en bas de la résidence. Et ça ouvre aussi, ça donne des idées. Voilà. Donc c'est pas mal aussi, ça. Et donc, du coup, oui, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut et de vadrouiller. Maintenant, le parent, est-ce que le bienfait de l'extérieur, est-ce que c'est super parce que j'ai sorti mon enfant, je l'ai promené dans la poussette, je suis allée en forêt ou dehors, et voilà, ou est-ce qu'il faut quand même, est-ce que c'est un peu nécessaire qu'il y ait quand même un peu de médiation de l'adulte à un moment donné? Comment vous le voyez, la place de l'adulte là dans cet espace-là? Et moi, j'ai un point de vue, je ne suis pas éducatrice jeunes enfants, enfin, je veux vraiment dire d'où je parle. Je parle d'un point de vue de maman. Et aussi de quelqu'un qui... moi, ça me réjouit énormément de voir des enfants jouer librement. C'est un peu, voilà, mon point de vue, il est là. Donc, j'ai pas cette approche peut-être que des professionnels ici auraient, qui accueillent des enfants dans un lieu d'accueil, etc. C'est encore différent. Nous, c'est un lieu familial, finalement, qu'on a créé. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait nécessité d'une médiation de l'adulte. Je pense que nos environnements sont mal pensés pour le jeu. Donc moi, j'agis dans ce petit endroit-là qui est, tiens, si on faisait comme les Néerlandais et qu'on permettait finalement, dans tous les espaces naturels, aux enfants de jouer. Voilà, donc c'est permettre le jeu. Une fois qu'on permet le jeu, on l'a dit à l'instant, les enfants savent jouer. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique comment jouer. Par contre, les parents... Je pense qu'ils ont parfois besoin d'un accompagnement. Et encore une fois, c'est tout à fait légitime, le parent ou l'éducateur, parce que nos environnements sont hostiles à l'enfant.
Il y a des mégots. Enfin, là, on fait un diagnostic, par exemple, de jouabilité dans une ville. On y était hier avec Chrysler, qui est étudiante en design, qui est en stage avec nous. On parlait avec des asthmates. Les asthmates, quand ils se promènent avec les enfants, elles font le ménage. Hein, certaines d'entre vous ici le sont. Elles ramassent les mégots. Il y en a qui ramassent les crottes de chiens, qui les mettent dans un coin. Elles ramassent le verre. Donc, elles sont obligées de faire ça parce qu'en fait, sinon, les enfants ne peuvent pas être posés au sol dans la ville. C'est quand même gravissime. Hein. Enfin, faut le dire, quoi. C'est pas normal. Donc, les enfants dehors, c'est un endroit un peu hors du temps, hors de la ville, où finalement, il n'y a pas de chiens, il n'y a pas de mégots, il n'y a pas de verre parce qu'on range. Donc, on peut mettre les bébés au sol. Et donc, oui, là, ça devient facile. Finalement, il n'y a plus grand monde qui est gêné, sauf par le fait que quand il pleut, il y a un peu de boue, mais on a des combinaisons tout-terrain et des bottes à disposition. Et du coup, ça nous permet de permettre. Mais quand on est dehors, dans un parc où il y a des déjections canines, des mégots de cigarettes, voire d'autres trucs encore pires, et des bouts de verre, évidemment qu'on ne laisse pas les enfants jouer, c'est bien normal. Donc moi, je pense qu'on pointe toujours du doigt les gens qui ne laissent pas les enfants jouer, mais est-ce qu'on s'est posé la question de nos environnements ? Donc il faut un peu recentrer le débat qui est, on vit dans des villes qui sont hostiles à l'enfant et à celles et ceux qui s'en occupent, qu'on oublie systématiquement. Et donc c'est là-dessus que moi je souhaite qu'on agisse, et pas en faisant honte aux parents ou aux asthmates de ne pas laisser les enfants jouer dehors, parce qu'ils jouent leur rôle de protecteur, c'est bien normal. Et donc il faut créer des espaces de liberté, voilà, et puis jusqu'à ce que nos villes soient libérées de tout ce qui est hostile aux enfants, ce qui est, j'imagine, un doux rêve, mais en tout cas on peut travailler dans ce sens. Ouais. Et hostile à l'homme aussi en général. Et juste, si je peux dire quelque chose sur le jeu libre. Alors moi, j'aime les deux. Parce que justement, dans mes jeux ou dans mes ateliers, parce que souvent, en prolongement de l'exposition, de la petite déambulation qu'on va faire dans l'exposition, ensuite, je propose un atelier où justement on va coller des choses naturelles, on va aller faire une petite cueillette. Donc, mais pendant le moment de la découverte des cabanes et tout ça, il y a un temps totalement libre où là ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il faut juste qu'ils se déchaussent, c'est tout quoi. Et là, moi, je leur laisse faire exactement ce qu'ils veulent. Et ensuite, hop, je recentre un petit peu et je vais faire une sorte de médiation selon mon envie, en fait, selon le thème que j'ai envie de raconter. Enfin, ça va être sur l'eau, par exemple. On va chercher, je pourrais mettre un petit son d'eau, on va chercher l'eau qu'il y a dans les images, etc. Donc là, après, c'est en tant qu'un peu autrice, illustratrice, que je vais avoir envie de communiquer certaines choses, quoi. Donc là, il y a un peu... Moi, j'aime les deux. Tu as raison, je pense que les deux sont nécessaires et ça dépend aussi des enfants. Par exemple, aux enfants dehors, il y a une programmation d'ateliers autour de la nature, notamment, et de la fabrication. Et il va y avoir des enfants qui réagissent très bien au jeu libre et d'autres pas du tout, qui vont préférer être guidés. Et donc voilà, ça dépend, je pense, des personnalités et des moments de vie, quoi, tout simplement. Et c'est bien d'avoir les deux, je pense. Et de permettre l'exploration de ton œuvre par le jeu libre, je trouve que c'est un privilège que tu offres aux enfants qui est absolument génial. On a envie de rentrer dans tes livres. Et toi, tu le permets avec tes cabanes, c'est super. Et justement, par rapport à la présence de l'adulte, parfois, on a, pour se légitimer, on a envie d'en faire trop pour se dire, quand même, je suis là, alors il faut que je fasse quelque chose. Donc là, il faut trouver juste la place où on veut vraiment être et ne pas avoir justement cette idée en tête qu'il faut avoir un rendu à la fin, que peut-être que justement, quand je parle de l'atelier... donc du coup, on sort de la médiathèque, souvent c'est dans les médiathèques ou de la crèche, et on va faire une petite collecte. Et justement, c'est mon drame quand il y a le sol qui est imperméable, enfin tout moelleux, effectivement. Du coup, quand on tombe, on se fait pas mal et tout, mais on peut plus rien ramasser. Donc heureusement, il y a le vent qui ramène des choses. Donc généralement, on arrive toujours à faire une petite cueillette, justement, qui est libre. Et là, c'est le lien avec mes livres, c'est justement, on va
se rappeler ce qui s'est passé dans les livres, etc. Et ensuite, on va faire un collage avec des petites contraintes parce que ça va être de la transformation. De dire, si on met des petits cailloux, on va les détourner en dents, par exemple. On ne va pas mettre des cailloux pour faire et les yeux, et le nez, et la bouche, parce que là, on sort de ce qui raconte quelque chose. Donc, je mets des petites contraintes, mais c'est pour en arriver au rendu. Et que parfois, si ça rate, et que oui, il n'y a pas de rendu. Et ça, j'ai mis du temps à me dire, tant pis, hein, il n'y aura rien à montrer aux parents, c'est pas grave. Et je trouve que c'est un peu la même démarche qu'on a avec la nature, avec notre cadre de vie. C'est qu'à un moment donné, il n'est pas forcément, il va pas aller forcément dans notre objectif, et ni la création de l'enfant, ni la création que je vais leur faire avec eux, ni la nature, etc., ce qu'elle va proposer, ça nous échappe. Et c'est ça qui, moi, me porte, quoi. C'est cette surprise que je retrouve justement chez l'enfant, dans le contact de l'enfant et dans le contact avec la nature. Pour moi, c'est la surprise qui, après, va avec la liberté, quoi. Et c'est dans ces moments-là où je trouve que là, là, c'est la vie. Et cet aspect de liberté, elle peut parfois un peu faire peur presque aux adultes. Nous, on le voit avec le livre, hein, il y a toujours cette crainte de l'abîmer qui perdure, hein, même encore. Moi, récemment, j'ai encore eu une enseignante de petite section qui ne voulait pas qu'on fasse un temps de libre où les enfants regardaient les livres parce qu'elle avait peur qu'ils les abîment, à la maternelle en petite section. Donc j'imagine que vous avez aussi bien eu affronté des freins comme ça, des réticences avec les adultes. Oui, alors moi, ça m'a beaucoup préoccupé déjà parce que, en gérant un lieu, il faut pouvoir le présenter au public d'une manière qui soit correcte, hein. Il faut qu'il soit non seulement sécuritaire, mais aussi beau, organisé, etc., pour permettre le jeu, justement. Donc oui, moi, ça m'a préoccupé avec mes équipes de savoir comment est-ce qu'on laisse les enfants interagir avec ce lieu, jusqu'où. Et comme on a un peu défriché des bois très pleins d'épines, enfin, ça n'avait pas été fait encore, hein, dans l'espace public à Montpellier. Avec la ville, on a créé quelque chose d'unique en France. Et donc, notre rôle, c'est aussi de documenter ce trajet pour pouvoir justement offrir aux collectivités intéressées un manuel de gestion déjà prêt, dont elles pourront se servir pour créer des lieux de ce type. Et donc, il a fallu qu'on observe, hein. Donc, on a eu des jours où on a laissé les enfants tout faire. Et on a appris par l'expérience. C'est un lieu de test, hein. Donc, moi, j'ai dit à tous les gens qui travaillent avec moi, on essaye, et si ça ne marche pas, on va itérer un peu, on va modifier la course, et on fera autrement après. Il n'y a que comme ça, je pense, qu'on peut savoir qu'est-ce qui est acceptable, voilà, pour le lieu, et qu'est-ce qui est favorable aux enfants, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et on s'est rendu compte que finalement, c'est pas si grave que ça, que les enfants modifient l'environnement. Tout simplement parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent dans une discipline qui s'appelle le playwork, qui l'ont théorisé. Les enfants, ils jouent de 3 manières. On peut résumer en 3 grosses manières, hein, quelque part, le jeu des enfants. C'est se cacher, déplacer et être déplacé, ou se déplacer. Et en fait, quasiment tous les jeux rentrent là-dedans. Et donc, déplacer, modifier l'environnement, c'est le jeu. Donc, si on ne permet pas ça, on ne permet pas le jeu. Donc, il faut accepter qu'on a tous les 2 mois obligation de réachalander totalement le bac à sable, parce que tout le sable, il est parti. Il est parti où ? On ne sait pas, mais il est parti. On récupère la totalité de l'eau de jeu dans une cuve qu'on a enterrée pour alimenter les jardins. Il y a quand même de l'eau qui ne reste pas dans la cuve, qui va s'en aller. Pas forcément dans les plantes qui en ont besoin, plutôt dans les plantes mortes qu'il y a à côté d'eux. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est ça, en fait, les essais-erreurs. S'il y a des grands bâtons, les enfants vont construire des cabanes, mais ils vont aussi faire des épées, mais ils vont aussi faire des combats. Et donc, il y a quand même un risque qu'on s'est borné à un moment. Donc, peut-être que les espaces cabanes, on va les mitiger avec
une animatrice nature sur des temps spécifiques. Voilà. Par contre, les rondins, c'est sympa de pouvoir faire rouler un rondin pour fabriquer une petite table pour jouer à la dinette. Donc les rondins, on les laisse, etc. Et en fait, moi, ça me passionne d'observer ça. Je pense qu'il y a des gens, ça les ennuierait, mais moi, j'y passerai mes journées à observer comment les enfants jouent avec cet espace. Et donc, je fais mon petit travail de recherche jour après jour. Je prends des notes. Et voilà, on a fait ça sur les 4 saisons. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une somme de jeux créés par les enfants. Donc, il fallait tant de matériel. Et puis, maintenant, c'est bon, on est rodé. On entame en 2026 notre 3e saison. Et venez jouer à partir du 4 février. Boire un café. Il y a une chose dont tu as parlé tout à l'heure, là, je repense, qui est abordée aussi dans le documentaire, c'est le fait que de se retrouver dans la nature, pour l'enfant, ça lui permet d'appréhender le temps. En constatant, là c'est l'idée des saisons aussi, ça m'y a fait penser, de constater les modifications de ce lieu au fil des saisons, ils vont se rendre compte aussi du temps. Et là on peut faire le rapprochement avec le livre, avec la lecture, puisque ça fait partie aussi, le fait de tourner les pages d'un livre, la narration, la suite d'une phrase d'une page à une autre, permet à l'enfant aussi d'appréhender cette notion de temps et cette notion de cycle, du coup, de cycle de la vie et de cycle du temps. Et je pense que c'est assez présent aussi dans tous tes albums. Alors, oui. Et le rond, d'ailleurs, tu parlais du rond qui faisait le tout, la planète, mais c'est peut-être aussi le rond du cycle. Le cycle de l'eau, le cycle des saisons, le cycle de la vie. Bien sûr. Et il y a une page dans mon livre qui est justement sur le temps. Donc on parle avec les enfants de ce moment-là. Donc c'est cette page-là, en fait, où là, c'est une photo que j'avais faite au printemps. Et je suis revenue sur les lieux et j'ai refait cette photo à l'automne. Et j'ai fait une symétrie, j'ai inversé la photo. Et je parle, c'est pour faire les petits chemins dans les mains. Donc là, c'est les enfants découvrent des petits chemins dans leurs mains. Alors, effectivement, c'est pas du tout dans la morphologie, c'est quelque chose de très important, ces petites lignes dans la main. Mais pour moi, c'était une façon de parler du temps. Donc, bien sûr, le temps qui fait changer les couleurs du paysage. Le temps, je leur dis, voilà, qui nous fait changer, qui nous fait grandir, qui nous fait vieillir. Et que, justement, alors, les lignes de la main, c'est pour dire, ouais, on dit qu'on peut voir le temps qui passe dans les lignes de la main, etc. Mais c'était effectivement pour parler de cette notion de temps, parce qu'un tout petit va se dire... déjà, il y a un mois, il y a très, très, très longtemps, quoi. Ma fille, elle me dit, tu te souviens quand ? Enfin, pour moi, c'était il y a un mois, et pour elle, elle était petite. Donc, la relation au temps n'est pas du tout le même adulte et enfant. Et effectivement, dans un imagier, la difficulté, c'est de créer un fil pour que ça ne soit pas juste un puzzle d'images. Donc, dans mes livres, je passe un temps infini à refaire la succession du fil narratif. Donc, finalement, il y a un fil du temps, effectivement, même dans mes imagiers. Alors, bien sûr, quand il y a une narration, là, c'est évident que le livre est un temps, est un espace et un temps. Et dans mes livres, là, justement, c'est vraiment une balade où oui, c'est comme une balade, en fait. Et donc, une balade, c'est aussi du temps. Après, voilà, sur le temps, oui, après, en relecture, c'est pas forcément dans mon premier geste de création. En relecture, je vais essayer de voir qu'il y a un peu toutes les saisons. Là, je suis en train de créer, je l'ai à peu près terminé. Dans le même style, c'est avec avec la lettre où je transforme. Est-ce qu'on peut remettre hop. Et du coup, ah oui, la caméra. Pardon. Il faut que je jongle. Donc voilà, là, dans ce livre-là, alors que c'est sur l'alphabet, j'ai vraiment veillé qu'il y ait tous les éléments et aussi toutes les saisons.
Donc le printemps avec le petit bourgeon, tout ça. Moi, j'ai peut-être pas. Est-ce que vous voulez le voir ou je sais pas si j'ai le temps de le montrer. Peut-être pas. Si. Quelques minutes. Il y a beaucoup de questions. Il y a- Ah ouais. Voilà. Bon, mais c'est vraiment en tout cas, c'est quelque chose que, enfin, je pense en relecture parce que je veux. La tentation, bien sûr, c'est d'avoir des photos que du printemps, la saison des photos. Mais non, je veux qu'il y ait un peu la place pour tous les temps et aussi qu'il y ait un peu pour tous les paysages urbains, naturels, la mer, la montagne, et après voilà, ma limite c'est un peu c'est un peu donné par mes voyages quoi. Mais j'aimerais effectivement que ça sorte des frontières de la France. Il y a quelques photos qui sont prises en Europe, mais bon, j'ai pas de paysage d'Afrique par exemple, donc il n'y a pas ce côté vraiment universel. J'aimerais un côté universel justement dont tu parlais dans le rond. Pour moi, c'est vraiment ce côté de faire le tour de la terre quoi. Et le tour des cycles, et le tour du ventre de la maman. Hop, je passe vite. Donc là, c'était un peu dans l'idée de faire grandir l'enfant dans cette... après avoir découvert les émotions, les jeux, maintenant il a le langage avec les lettres et la lecture. C'est intéressant de parler du langage parce que je trouve que ça fait le lien justement avec l'autre. Et peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Voilà. En fait, on est dans une société extra-individualiste, etc., avec les réseaux sociaux, chacun devant son écran, tout seul dans sa bulle. On est tout puissant. Et quelque part, la nature nous renvoie à notre être au monde qui est... le fait qu'on ne soit pas justement tout puissant, et les autres aussi. Et moi, une des choses dont j'aime parler quand je parle de ce qu'on a fait avec les enfants dehors, c'est de dire, déjà, c'est un lieu de lien. L'enfant, il vient avec sa figure d'attachement, et c'est ça qui lui permet d'aller à la rencontre des autres. C'est parce que le lien, il est bien établi, il est en sécurité. Et donc, à partir de là, on se détache, on va vers l'autre et on va vers soi aussi. Et donc, c'est important, je pense, voilà, ce que tu fais avec tes livres, la lecture parent-enfant, c'est à chaque fois réacter ce lien. Et on peut aller à la rencontre que quand on est sécure quelque part dans nos liens. Et on peut être un citoyen aussi, quand on est bien sécure. On peut vraiment agir dans la cité voilà, pour les autres, pour le commun. Et les enfants dehors, c'est un lieu de commun. On met en commun la parentalité. C'est dur d'être parent aujourd'hui, c'est dur de s'occuper des enfants aujourd'hui. On est seul, souvent les familles sont éclatées, etc. D'avoir des lieux où on met en commun la parentalité, où les enfants mettent en commun le jeu, où on rencontre en commun le vivant, on prend soin tous ensemble d'un bout de ville, ça fait du bien, quoi. Voilà. Et effectivement, quand on avait discuté, tu avais parlé de l'émerveillement, toi, par rapport à ça, par rapport au lien, par rapport à l'attachement qui se fait voilà, et aux interactions entre les personnes. C'était plus par rapport à ça que tu voyais l'émerveillement. Oui, non, pour moi, je suis émerveillée par le vivant. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Mais je pense que c'est chouette d'avoir aussi des lieux où on peut être ensemble sans être ni dans la productivité, ni dans la compétition, d'avoir des lieux où on partage des belles choses ensemble, sans rien en attendre. Et les enfants, ils nous permettent ça, quelque part. Donc, ça, j'apprécie aussi beaucoup dans ce lieu, ce qu'on a réussi à faire. Alors, avant de passer peut-être aux questions qui apparemment sont qu'on a quelques-unes, pour conclure, on sait que sortir du coup à l'extérieur, ça a des bénéfices sur le développement et le comportement du tout petit. Ils en parlent, c'est bien expliqué dans le documentaire, regardez-le, tous les bienfaits que ça peut apporter. Mais du coup, est-ce qu'on peut y réfléchir, comment on pourrait, nous, professionnels,
que ce soit bibliothécaire ou en crèche ou assistante maternelle, comment on pourrait reproduire ce bienfait dans nos murs? Comment on pourrait essayer de reproduire les bonnes conditions pour que ça soit un lieu idéal? Est-ce que, justement, aux Pays-Bas, il y a eu des idées comme ça? Ou comment vous imaginez votre lieu idéal, bibliothèque ou crèche, ou par rapport à la nature? Bon, déjà, je trouve qu'il faut saluer le travail des médiathèques de la métropole, et même au-delà. Hein. Moi, je fréquente assidûment nos médiathèques, donc bravo à vous tous et toutes pour ce que vous faites. Alors, je trouve que, par exemple, le projet sur les grainothèques et tout ça a très, très bien marché. Moi, j'ai fait beaucoup d'échanges de plantes, par exemple, à la médiathèque Albert Camus. Je crois qu'il y a une dame là d'Albert Camus que j'ai vue. Et oui, alors il y a des solutions en termes d'aménagement. Moi, je parle depuis cet endroit-là, mais aux Pays-Bas, systématiquement, ils vont aller mettre un café dans les médiathèques avec un petit jardin. Et c'est vrai que c'est faisable, finalement. C'est pas très loin de là où on est aujourd'hui. Et ça, je parle pas nécessairement du café, mais au moins l'espace extérieur, ça crée d'autres opportunités de déploiement, je pense, des ressources documentaires avec les enfants. Donc c'est sympa d'avoir un petit jardin. On peut y mettre des installations, justement. Je pense qu'on n'est pas très loin de ça aujourd'hui. Une envie, un lieu, un endroit, comment tu imagines un endroit où... Alors moi, après, avec ma pratique, voilà, quand j'ai envie de faire un atelier, c'est vrai que j'aime pouvoir avoir accès au dehors. Et donc, du coup, qu'il y ait un espace où l'adulte n'a pas peur de laisser sortir l'enfant et qu'il puisse aller faire sa petite cueillette ou un petit moment de land art. Donc, tout ce qui est patio ou juste sortir, mais dans ce cas, qu'il y ait un petit périmètre autour de la médiathèque où l'enfant peut sortir sans crainte. Pas de verre, pas tout ça, et qu'il puisse faire sa petite cueillette. Moi, c'est vrai que souvent, quand j'arrive dans une médiathèque, je demande et on peut sortir ou est-ce qu'il y a un accès vers un endroit où on va pouvoir gratter, on va récupérer des choses. Et voilà, donc un accès comme ça. Alors je me dis peut-être un bac qui est dans un endroit, parce que j'imagine bien qu'on peut retrouver de la terre dans les livres. C'est ça le souci. Donc un bac où après on peut avoir un petit truc pour se laver les mains, je sais pas, un bac pas un bac à livres, un bac à terre. Ou voilà, imaginez un petit coin comme ça où mais il y en a déjà souvent, hein, je crois, quand même dans les médiathèques. Alors il commence, on en voilà. a quand même quelques-unes. Ouais. Il y a le médiathèque de Castries quand même qui a aussi un accès à l'extérieur, un jardin et une petite terrasse de jeu, mais et carrément un jardin en contrebas. Oui. Ici, par exemple, il y a quelque chose où, à Émile Zola. Ouais. Là, par exemple, moi, j'aurais envie d'imaginer sur le toit. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, soit dehors, à la sortie, d'avoir un petit endroit préservé, soit sur les toits, soit à l'intérieur, dans ce cas, des petits bacs. Et des petites barrières. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on sépare beaucoup l'intérieur de l'extérieur. Oui. Donc moi, quand je vais en crèche, pour une fois, je vais donner mon regard aussi de bibliothécaire qui va en crèche. C'est très séparé entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand il y a le moment où ils veulent, quand moi j'y suis je viens faire ma séance lecture. Et après, attention, il faut arrêter parce que c'est le moment de l'extérieur. Voilà, on n'a pas une fluidité entre les deux. C'est peut-être... Moi, j'aurais imaginé quelque chose où on peut faire une fluidité entre les deux. C'est un peu ça. Même dans nos murs aussi de bibliothèque. Après, moi, je vais apporter un regard féministe sur l'architecture. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les gens qui ont construit nos bâtiments, ce n'étaient pas les personnes qui s'occupaient des enfants. Pour ne pas me jeter un pavé dans la mare. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire, tout ça, parce que ça va finir par infuser. On le fait dans les écoles désormais, donc ça veut dire que c'est possible. D'expérience de crèche aussi,
Moi, j'ai entendu maintenant des crèches où on peut dormir, où on peut être à l'extérieur, on dort à l'extérieur, ça commence à en parler. Ça bouge. Et même, je pensais aussi tout simplement les fenêtres, quoi. De mettre en valeur les regards qu'on a sur l'extérieur. Là, par exemple, on n'a aucune fenêtre. Bon, j'imagine que c'est par rapport à la lumière, etc. Mais parfois, la fenêtre, déjà, elle ne peut pas s'ouvrir. Donc, on ne peut pas sentir l'air. On peut pas... Voilà. Et moi, c'est vrai que je suis très sensible dans les lieux où il y a des fenêtres ou pas de fenêtres. Et j'étais dans une école où ils avaient mis des petits mangeoires à oiseaux proches des fenêtres. Et donc, les enfants, toute la journée, ils voyaient venir manger les oiseaux, qui n'étaient pas effrayés par les enfants, parce qu'ils avaient mis comme des petits miroirs de l'autre côté. Les oiseaux ne voyaient pas les enfants. Et donc, ça ne les dérangeait pas du tout dans leur cheminement. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses à imaginer, même si on a peur de la terre. À la etc. médiathèque de Pérol, ils peuvent voir les pigeons avec leurs petits bébés pigeonneaux. Ah ben voilà, voilà, vous voyez. Il y a un peu les inconvénients qui vont avec. Oui, mais du coup, C'est-à-dire mais de mettre en valeur ça, et du coup peut-être effectivement pas lié aux inconvénients, mais de se dire, voilà, regarder même parfois aux enfants, justement par rapport à la médiathèque, c'est que je vais leur dire, eh bien, souviens-toi le chemin que tu as fait pour venir à la médiathèque. Je suis sûre que tu as vu quelque chose de magnifique, de très très beau. Et alors des fois, ils sortent des choses de leur poche parce que justement sur le chemin, ils ont ramassé des choses. Et puis après, sur le retour, je dis, et sur le retour, regarde, ramasse des choses que tu vas pouvoir coller après et tout. Enfin, donc finalement, même sur le chemin pour aller à la médiathèque, c'est déjà du dehors. C'est déjà, il se passe déjà quelque chose. Mais c'est vrai que de le rendre conscient, ça participe. C'est exactement ce qu'on prône, c'est de rendre nos chemins intéressants dans la ville, de permettre la rencontre avec le vivant et le jeu, même dans nos cheminements. Voilà. Aujourd'hui, c'est la voiture, demain, ça sera les enfants. Sur ces bonnes paroles. Merci. Alors d'abord, une question tout à fait pratique. La localisation du parc Les Enfants dehors et les moments d'ouverture, en fait. Les Enfants dehors, donc c'est un lieu qui s'est installé dans le parc municipal Robinson Crusoe, qui se trouve avenue du Mondial de rugby, dans le quartier Ovalie. Et donc là, c'est la fermeture annuelle, parce qu'en hiver, il n'y a personne. Donc on ferme 2 mois, parce que c'est un lieu en plein air. Et donc ça réouvre le 4 février, 5 jours par semaine, du mercredi au dimanche. Et au printemps, les horaires, c'est 10h-17h. Et en été, c'est 10h-20h. Du mercredi au dimanche. Et toutes les infos sont sur Google Maps et sur Instagram. C'est notre moyen gratuit de communication. Enfin, gratuit. Notre moyen de communication. Donc, sur Les Enfants dehors, sur Instagram, vous avez toutes les informations, les actus. Voilà. Et par ailleurs, on a mis sur le site des médiathèques un lien vers le parc. Voilà. Sur la même, la personne demandait une autre question, c'était la taille du parc. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais... Alors, le parc Robinson Crusoe fait 3500 mètres carrés. Donc, c'est un ancien domaine de l'église qui a été racheté par la métropole il y a une quinzaine d'années. La partie bâtie, donc les églises, enfin l'église, la chapelle, ont été vendues à la Fédération française du bâtiment. Et il restait ce parc en attente d'aménagement que la ville a mis à disposition du projet pendant 7 ans. Voilà, donc il y a 3500 mètres carrés dédiés au jeu libre et à la convivialité des enfants. Les parents reconnectent-ils réellement avec la nature ou sont-ils sur leur portable ? Alors, donc déjà, nous, les parents, c'est un byproduct, comme on dit en anglais, un produit secondaire, dans le sens où c'est un résultat secondaire. Nous, notre impact, il se situe sur les enfants. Voilà. On s'est dit que l'adulte, il fallait qu'on puisse répondre à ses besoins pour qu'il laisse les enfants jouer. Ce que font les parents, moi, ça ne me concerne pas parce qu'en fait, déjà, beaucoup de mamans sont épuisées. Il y a beaucoup de mamans en dépression postpartum, on ne le sait pas, mais en fait, c'est quasiment 25% des mamans sont en dépression postpartum.
Un petit chiffre qui fait froid dans le dos, le suicide, c'est la cause numéro 1 de décès chez les mères. Donc, quelque part, il y a des mamans parfois qui ont besoin de décompresser aussi. Et moi, je ne juge pas la manière dont elles décompressent. Si elles ont envie de regarder leur téléphone pendant 1 heure, ce n'est pas mon histoire. Mais les enfants jouent. Voilà. Et comme ils sont occupés, ils s'en fichent bien de ce que font leurs parents. Donc, no comment. Alors là, c'est une question qui... alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre complètement, mais on verra bien. Ça concerne... Alors, la première, c'est comment concilier l'éveil à la nature et les règlements sécuritaires des organismes d'agrément des structures petite enfance. La deuxième, qui ressemble un petit peu, c'est combien coûte l'aménagement d'un espace comme celui de Montpellier et quelles sont les normes, hein, du coup. Comment amener la nature dans un EAP? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un EAP, donc dans une structure, j'imagine, ou PJ, je ne sais pas, quand il n'y a qu'une cour et sans arbre. Je pense que c'est un peu la même question. Et peut-être, Isabelle, à un moment donné, toi, tu pourrais répondre aussi, je ne sais pas, au moins du côté de la ville. Alors, voilà, nous, on accompagne différents types de structures aujourd'hui dans l'aménagement de leurs espaces extérieurs. Le site montpelliérain répond à l'ensemble de règles qui caractérisent les aires de jeu. Donc, ce n'est pas un établissement d'accueil, c'est une aire de jeu. Ce qui n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'embêtements. Donc, on a un bureau de contrôle. On est obligé de passer par un bureau de contrôle. Voilà, donc ça a coûté, nous on l'a fait autofinancer, donc c'est très compliqué à financer, d'autant que c'était le premier. Donc ça a coûté l'aire de jeu environ 25 000 €, ce qui est très peu pour une aire de jeu. En général, les villes mettent entre 80 000 et 150 000 € minimum dans une aire de jeu. Là, c'est je sais pas, au moins un quart. Il y a beaucoup de gestion bénévole. Moi-même, je suis bénévole depuis 5 ans sur ce projet. J'agis à côté avec une agence qui fait du conseil. Bon, là, c'est de la prestation, mais sinon, sur le lieu, je suis 100% bénévole. Et donc, il y a les habitants qui sont bénévoles aussi et qui entretiennent l'espace, à minima. Voilà. Comment est-ce qu'on fait venir la nature dans des structures ? Il y a plein de manières. C'est pas grave si on a un espace imperméabilisé. C'est pas grave s'il n'y a pas d'arbres. On peut agir quand même. On peut mettre des bacs pour commencer. On peut mettre des solutions d'ombrage. On peut mettre des plantes grimpantes. Nous, le premier jardin qu'on a fait, le jardin sensoriel et le potager pédagogique, on a dépensé 100 € de plantes. Avec 100 €, on peut faire un jardin. Après, il faut des bras. De la récup. Non, mais je veux dire, c'est possible. Après, Isabelle, tu pourras mitiger mon propos. J'imagine qu'il y a beaucoup de contraintes, mais on peut faire quand même des choses. Moi, je souhaiterais d'abord dire un grand espoir que j'ai pour l'avenir dans nos crèches. Une expérience personnelle. Je suis rentrée à la ville de Montpellier dans les crèches en 1995 et certaines de mes collègues pourraient témoigner. C'était la période où c'était le tout sanitaire, le tout hygiène. Les bacs à sable ont été supprimés pour les enfants. C'était une grande catastrophe. Les éducatrices, on s'est battues, on passait pour des personnes un peu farfelues, voire nous mettions les enfants en danger d'une manière sanitaire, hygiéniste, etc., si on laissait les bacs à sable. Et donc, 95, plus de bacs à sable. Et puis, quelques années après, effectivement, tous ces revêtements qui ont fait que les enfants n'avaient plus la terre à gratter, les petits animaux à découvrir et à faire aussi pousser des plantes dans le jardin de la crèche. Et puis, il y a eu aussi cette tendance à dire il ne faut pas salir le dedans. Donc, les horaires, effectivement, un peu comme à l'école, finalement, il y a un horaire pour aller dehors, il y a un horaire pour être dedans. Il y a des jeux pour dedans, il y a des jeux pour dehors, toujours avec cet esprit hygiéniste. Donc, il y a eu tout ce courant dans lequel les professionnels, je dois dire, on a souffert. Souffert parce qu'on connaît les besoins des enfants. Vous en avez longuement parlé toutes les deux. Voilà. Et puis, là, je m'aperçois en 2025 où on revient à la végétalisation des jardins des crèches, des écoles.
On remet du sable, on remet de la terre, des arbres avec le tour de l'arbre avec de la terre, parce qu'il faut savoir que les revêtements allaient jusqu'à la racine des arbres, ce qui fait qu'il n'y avait plus rien à gratter du tout avec les enfants. Et le plus terrible, en fait, dans ce parcours-là, c'est qu'au fur et à mesure, on se rendait compte, et là, c'est un côté un petit peu plus, je dirais, pédagogique et éducatif envers l'enfant et du bien-être aussi de l'enfant, que moins il y a de sollicitations naturelles, moins il y a de jeux libres pour l'enfant à découvrir la nature, à aller gratter la terre, à voir la petite fourmi qui fonctionne, à ramasser le tas de feuilles qui s'est mis en place pendant la nuit à cause du vent, etc. Et plus les enfants finalement ne communiquaient que à force de l'agression entre eux, parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans ce jardin et ils n'y trouvaient plus rien à faire. Et du coup aussi, ça a engagé un mal-être de créativité, un mal-être d'imaginaire pour les enfants, un mal-être pour l'adulte, parce que face à ces enfants qui s'agressaient, qui se tiraient les cheveux, qui se mordaient parce qu'ils n'avaient plus rien à faire, quoi, voilà. Donc nous sommes rentrés un peu dans ce courant où l'enfant passait après l'hygiène et le sanitaire. Et effectivement, maintenant, nous y revenons. Je suis super contente. Avant ma retraite, je vais pouvoir avoir des enfants de nouveau jouer avec la terre et autres. Et effectivement, on a la crèche Colette Zanettati qui a été conçue il y a à peine 2 ans avec ce retour à la nature dans le parc Édith Piaf, avenue Saint-Lazare, donc avec une utilisation de la terre. Et puis, on laisse un petit peu de côté les normes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, tout ce courant hygiéniste est monté de fait que les parents étaient de plus en plus aussi, je dirais, porter plainte, hein, si leur enfant était mis en danger, si l'enfant sortait de la crèche avec des égratignures aux genoux aussi, c'était terrible. Enfin, voilà, donc, et du fait que les professionnels refassent ce chemin un petit peu, que les parents aussi aient la possibilité de se reconnecter à la nature avec tous les livres, avec des espaces de jeu, permet aussi de faire comprendre aux parents la position des professionnels dans l'intérêt de reconnecter l'enfant à la nature et de le laisser jouer librement avec la nature. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est en train de, je dirais, un amalgame de plein d'outils, d'éléments, pas naturels, mais en tous les cas, qui font que on va vers du meilleur, en tous les cas pour l'enfant, et pour peut-être aussi le parent qui sera de nouveau en capacité. Moi, j'habite pas loin du bord du Lez, et quand je vais courir le dimanche, je me réjouis de voir de plus en plus de familles avec leurs enfants promener de bon matin, faire du vélo ou autre. J'en ai vu même peindre devant le Lez avec leurs enfants. Ils avaient installé des feuilles sur du plexiglas et les enfants peignaient face à la nature. Tel un peintre. Donc voilà, donc j'ai beaucoup d'espoir pour la suite et tout le travail que vous faites, vous aussi, d'une autre manière, se rencontre finalement avec les objectifs de la petite enfance aussi dans nos crèches. Voilà. J'ai été très longue, excusez-moi, mais le sujet en vaut la peine. Mais sinon, au niveau des normes et tout ça, ça suit, justement, parce qu'entre cette volonté et... Alors, pas toujours. Ça bouge un peu ou... voilà. Ça coince un peu. Mais je crois qu'il y a des normes aussi qu'on s'est inventées. Parce que ne pas mettre de la terre dans une crèche, c'était des choses complètement inventées dans certaines villes, dans certains quartiers, dans certaines idées aussi de projection de nos responsables de structure. Ça n'a pas été une norme forcément très réglementaire. La preuve, c'est qu'en Europe, il y a des lieux qui ont continué à avoir des espaces nature dans leur crèche. Donc, c'est vrai que nous, au niveau de la politique petite enfance et voire autre aussi dans l'éducation, commence à être modifié. Vous savez qu'on s'est appuyé aussi sur la théorie de Tonucci en Italie pour rendre la ville aux enfants. Et puis tout est développé dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'on a inventé finalement
des lieux hygiénistes, on sait imposer des choses qui n'étaient pas forcément imposées par des normes. Après, on a des normes, effectivement, des plantes qui peuvent être toxiques pour l'enfant. Voilà, donc des hauteurs de grille pour mettre l'enfant en sécurité, des toboggans avec du revêtement autour, de manière à ce que s'ils tombent aussi, leur chute soit amortie. Évidemment, on a des normes à ce niveau-là, mais au niveau de la terre, je ne pense pas, à moins de choisir de la terre toxique. Mais bon, je ne sais pas si même ça existe. J'avais oublié une petite question tout à l'heure, très pratique. Qui c'est qui range? Alors, ça a longtemps été moi, Bibi. Mais non, aujourd'hui, on a un calendrier donc avec les bénévoles, les habitants, et on a souvent des alternants sur l'année qui... mais ranger, ça prend pas tant de temps que ça. Hein. C'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. On organise pour le jeu. Et moi, j'appelle pas ça ranger, j'appelle ça rendre le lieu beau. Enfin, c'est pas ramasser des déchets, hein. C'est vraiment réorganiser l'espace de jeu comme on peut le faire en crèche. Donc, moi, j'ai une équipe voilà, qui fait aussi l'animation nature, les plantations du jardin avec les enfants, etc. Ils font aussi ça. Oui, mais en fait, nous aussi, on fait ça. Et les parents aussi rangent. Et en plus, c'est sympa quand c'est joli quand même. Donc voilà. Alors là, il y a une question un petit peu plus pointue. Donc, alors peut-être je vais commencer d'abord par celle-ci. Est-ce qu'il existe des autres lieux que les enfants dehors qui ont été conçus ailleurs? Bon, il y a l'écolothèque sur la métropole qui est un lieu référence dans toute la France. C'est un accueil de plein air. Oui, mais du coup, qui n'est pas ouvert à tout le monde. Non, mais je veux dire, il faut quand même rendre à César. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Non, mais je le mentionne. Pardon? Donc le lieu d'accueil enfants-parents, le jardin. Le jardin, à Montpellier. À Montpellier, Maison pour tous, Faune-Guillerme. Alors oui, il y a plein de lieux qui sont en émergence. Donc il faut se dire que ce qu'on fait, nous, c'est une traduction de dispositifs qui sont existants aux Pays-Bas, c'est-à-dire des espaces conçus par la collectivité dans chaque quartier, qui sont une aire de jeu, un café des enfants qui est aussi une forme de centre social, qui sont délégués à une association qui va animer l'espace. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a reproduit avec ce lieu Montpellier. Maintenant, on est dans un mouvement, vous l'avez dit, qui est général au niveau de toute la société française. Et donc, il y a ce mouvement de la végétalisation des cours d'école et des rues aux écoles, etc., qui a colonisé toutes nos villes, et c'est très bien. Il y a le mouvement des terrains d'aventure qui a été porté par différents acteurs aussi au niveau national. Donc, ce sont des espaces de jeu libre et de construction avec des éléments de récupération, avec la philosophie de l'éducation populaire. Et puis, il y a tout le mouvement de l'école dehors. Voilà, donc ce sont des mouvements qui sont conjoints, qui ont des liens les uns avec les autres. Et donc, il y a beaucoup d'accueil maintenant de loisirs en plein air, de crèches dehors, etc. À ce jour, je ne connais pas encore de lieu dans l'espace public ouvert toute la semaine avec un café, une aire de jeu écologique. Mais il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont en réflexion, qui nous ont contactés partout en France, et de collectivités également. Pour l'instant, on était un peu tout seul à réinventer la roue à chaque fois avec tout ce qu'on a fait, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas si éloigné de ce qui se fait déjà. Donc moi, je dirais que c'est un écosystème qui est en train de bourgeonner vraiment. Et voilà. Alors, la question aussi qu'il y a, donc, c'est y a-t-il des études faites entre enfants des villes et enfants de la campagne? Qui a le plus de liberté? Et y a-t-il des parallèles à faire dans le comportement voilà. Moi, j'en connais pas. Par contre, je sais que les enfants des pays du Nord sont plus heureux que les enfants français. Et je le regrette. Et je pense que c'est l'OCDE qui a, je ne sais plus quel organisme a sorti ces enquêtes internationales, européennes. Et en fait, c'est dû au fait que les villes sont plus... En fait, la ville à hauteur d'enfant, on en parlait, c'est 3 choses. C'est une ville où les enfants peuvent se déplacer de manière autonome. Ça, dans les pays du Nord, ils l'ont. Les enfants vont seuls à l'école, à pied ou en vélo.
Nous, on l'a presque pas en France. C'est une ville où les enfants peuvent jouer partout, tout le temps. Aux Pays-Bas, dans les grandes villes, chaque enfant est à moins de 5 minutes d'une aire de jeu. C'est-à-dire que l'enfant, il a ses tiers-lieux, ses troisième lieux entre la maison et l'école. Et enfin, ce sont des villes où les enfants, leur voix est entendue. Et ça, en France, on est plus fort avec ça. Voilà, on est un pays de démocratie. Bon, moi, j'y crois très fort. Et les conseils municipaux des enfants, ils existent de plus en plus. La démocratie par les enfants, elle arrive. Monsieur le maire en est un des porte-parole, je sais, très actif. Et c'est ça, la ville à hauteur d'enfant. C'est une ville où les enfants sont aménageurs aussi de leur espace. Donc moi, je ne connais pas les différences en France entre la campagne et la ville. Et je doute que les enfants de la campagne aujourd'hui aient accès à plus de nature que les enfants des villes, pour être honnête. Parce qu'ils ont les mêmes rythmes scolaires, que les campagnes, désolé, hein, sont hyper polluées, qu'ils se déplacent, bon, peut-être qu'ils se déplacent plus à vélo, les enfants, mais bien plus souvent en car scolaire, etc. Donc, peut-être qu'ils ont plus de liberté, d'autonomie. Je sais pas, j'ai pas grandi à la campagne. Moi, j'ai grandi avenue de l'Agriculture. Je jouais sur un parking quand j'étais petite. Et j'étais vachement contente parce que j'avais l'autonomie, la liberté. Donc, je pense que c'est là que ça se joue aussi, hein, beaucoup, dans l'autonomie. Si vous avez une idée sur la question, sur les enfants de la campagne, les enfants de la ville. Par contre, moi justement, maintenant j'habite à la campagne et j'ai pu connaître le fait d'élever un enfant à la ville et ensuite élever un enfant à la campagne. Et je suis assez d'accord avec toi, ils n'ont pas forcément beaucoup plus d'autonomie à la campagne parce que aller à l'école en vélo, c'est dangereux, il n'y a pas de piste cyclable. C'est toujours pareil, l'aménagement n'est pas fait pour les enfants, quoi. Donc par contre, ils ont un peu plus souvent un jardin, qu'en ville, c'est quand même difficile. Donc il y a cet accès-là au dehors, mais il y a quand même bien sûr tout le monde moderne qui a envahi la campagne de la même façon, les écrans, etc. Donc je suis pas sûre qu'ils aient plus tant d'accès à la nature que ça, oui. C'est triste. Alors après, la dernière question que j'ai est... il y a une partie, je peux y répondre éventuellement, enfin en tout cas y répondre partiellement. C'est: avez-vous des ouvrages à conseiller concernant le jeu de l'enfant? Alors moi, je vous concerne le jeu en jeu de Jean Epstein. On n'en parle pas beaucoup, mais il est dans le documentaire aussi, et franchement, c'est pour moi la référence. Et après, il y a aussi, et ils sont à vendre, Pistoia, qui est donc le pédagogue sur lequel on a beaucoup travaillé, et depuis les années 70, donc en Italie quand même, très longtemps quand même. Et dernièrement, en fait, et qui sera aussi sur les médiathèques, puisqu'on en a acheté quelques-uns, enfin Sylvie, tu me diras, mais Petite enfance, la tout nature, et de Sylvie Rida aussi. Et oui, qui sont des ensembles d'expériences à travers dans plusieurs pays, pas qu'en France, dans plusieurs pays, sur justement les enfants et l'extérieur, ouais. Dans le sens large de l'extérieur. Et Jean Epstein a fait un livre récemment aussi sur la nature, pour le coup, et qui sera à Shakespeare. Ailleurs, je ne sais pas. Et en fait, il y a plein de livres actuellement sur le sujet qui existent. Vous pouvez regarder sur le site et après... Je pense qu'à la Ruche, ici, à la médiathèque Émile Zola, il y en a quelques-uns. En tout cas, dans les derniers, je sais que j'en avais commandé pour la Ruche. Donc, il y aura le Jean Epstein, ceux de Sylvie Reyna, ils y sont. Et donc, la dernière question, en fait, et après, j'ai une demande de l'association Lapieux de prendre la parole. Donc, je vous laisserai après avec cette dame. La dernière question, c'est comment l'adulte peut accompagner au mieux à travers ses découvertes, accompagner l'enfant, même si vous en avez quand même parlé un petit peu. Eh bien voilà, finissons par nous. Voilà, ben, je vous remercie. C'était là. Ah ben, je vous donne le micro, non? Très bien, merci. Voilà. Merci, bonjour. Donc je me présente, je travaille du coup à l'association Lapieux. Moi, ça fait pas longtemps que je suis rentrée dans l'association, mais cette association existe depuis longtemps sur le territoire de Montpellier.
Et du coup, en fait, on accompagne vraiment les structures, les écoles, tout public à l'environnement, à l'initiation à l'environnement urbain, et donc la reconnexion à la nature, etc. Et notamment, on a le début d'un réseau qui se met en place avec les écoles, et du coup, peut-être après, ça va grandir, sur l'école dehors. Voilà, donc ça commence, notre première réunion sera le 4 février. Le réseau commence vraiment, et l'idée, c'est vraiment de remettre, du coup, avec les enseignants, les enfants dehors au sein des écoles. Mais pas que. Donc l'association, on accompagne aussi, on peut vous accompagner. On fait aussi main verte, les ateliers main verte, autant pour les adultes, pour les visites des jardins, que aussi faire des jardins avec vous, vous accompagner sur les structures. Voilà, l'association, nous, on sait faire ça. N'hésitez pas à nous contacter. On n'était pas très fort jusqu'alors pour peut-être se faire connaître et ce qu'on peut apporter. Mais voilà, je trouve que c'est tellement chouette ce qui se passe au sein des médiathèques, que la science revienne, que du coup la nature revienne. Et ben voilà, on peut nous vous aider, vous porter, vous soutenir. Je sais que les financements c'est pas évident. On a aussi un peu avec la métropole qui nous soutient vachement. On a aussi un peu des financements possibles ou pas. Enfin voilà, donc on peut discuter de tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, au plaisir de vous accompagner. Merci. Eh bien, Merci écoutez, beaucoup. merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui. C'est toi. Merci à vous deux de votre discussion enrichissante.